Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Vermeulen, diététicien nutritionniste. Voilà. On a décidé de faire un nouveau petit concept sur la chaîne YouTube, sans prétention. Hein. Vous connaissez, on lance un concept, ça dure une semaine parce qu'après on n'a plus le temps. Mais bon, le concept Alimentix, donc, on va faire des vidéos, une sorte de podcast, quoi. Vidéo, on va le mettre aussi en audio, je pense. Pour parler de nutrition, de compléments alimentaires, de santé, de choses qui nous intéressent et qui, on l'espère, vous intéressent aussi. Bienvenue sur Alimentix, le podcast de la micronutrition et de la santé. Le but du podcast aussi, c'est que ce soit un podcast ouvert à tout le monde et que tout le monde puisse venir participer et poser des questions aussi bien sur nos réseaux sociaux que pour différents sujets qui pourraient vous intéresser. Oui, et c'est la raison de la présence de ce joli fauteuil molletonné, très confortable, qu'on a testé. C'est pour les invités. C'est-à-dire que contrairement peut-être à d'autres chaînes où on va inviter des stars, ici c'est pas forcément le but. Enfin après, si vous êtes Arnold Schwarzenegger et que vous voulez devenir dans le podcast, évidemment vous êtes bienvenus. Mais en attendant Arnold, eh bien toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sur la nutrition, la santé, en tout cas, il faut que ce soit un petit peu construit, bien sûr. Hein. C'est une petite pensée, on va dire. Ou si vous voulez réagir à des choses qu'on a dites parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes très d'accord et que vous avez des exemples et que voilà, vous pensez pouvoir en parler pendant quand même quelques minutes, vous êtes les bienvenus ici, on vous invite. Et puis, on en parlera tous les trois avec plaisir. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est un sujet qui est très important, qui est le sujet de la vitamine D. Oui, alors attends. Ah oui. Placement de produit. Donc juste avant qu'on commence, je viens de recevoir de la part de mon éditeur la nouvelle édition du livre Nutrition de la Force. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nutrition de la Force, première édition, c'est un livre qui est sorti il y a plus de 10 ans sur l'alimentation des sports de force. Best-seller depuis 10 ans, vous pouvez aller voir sur Amazon, il y a près de 800 commentaires sur le bouquin, donc c'était voilà, un très très gros bouquin. Alors pour la petite anecdote, mon éditeur, quand il m'a contacté, il m'a dit on arrive en fin de tirage, on va devoir réimprimer le livre, ça serait peut-être pas mal que tu fasses une petite mise à jour, qu'on change 2-3 trucs pour dire c'est la nouvelle édition et rebooster le truc. Alors dans l'idée, en fait, moi c'était un peu difficile pour moi, parce que c'est un livre qui plaît beaucoup, c'est un livre qui marche bien, et c'est toujours compliqué de revenir sur quelque chose que tu as fait et qui était bien, tu vois. Tu as un peu la pression, il faut faire mieux. C'est toujours difficile de faire mieux quand déjà c'est déjà bien. C'est ça, sans prétention, c'est surtout par rapport au retour qu'ont les gens. Parce que moi, évidemment, j'ai changé en 10 ans, j'ai appris des choses, etc. Mais par rapport à l'attente des gens, on n'a pas envie de décevoir en fait. Et donc du coup, dans un premier temps, je lui ai dit, ce que je te propose, c'est déjà une bonne mise à jour de la partie complément alimentaire. Au moins, il y a une vraie valeur ajoutée parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé, il y a de nouvelles données, tout ça. Et on peut faire un truc. Et puis, ce faisant, je lui envoie la partie complément alimentaire, elle me renvoie le manuscrit, je relis, et je dis, ah ouais, non, mais quand même, on peut pas laisser ça. Parce qu'il y avait quand même des coquilles, il y avait quelques coquilles, il y avait des choses qui ont évolué, des nouvelles données scientifiques, et il y avait des choses dont j'avais pas parlé. Donc en fait, là, j'ai voulu faire vraiment, moi je pense en tout cas pendant au moins 10 ans, l'édition définitive de Nutrition de la Force. C'est-à-dire que même si vous aviez acheté l'ancien, dans celui-là, il y a beaucoup de nouveaux trucs. Que ce soit la partie complément alimentaire où par exemple, donc elle a été étoffée et en plus j'ai créé à la fin un système de tableau en fait qui vous permet de constituer votre programme de supplémentation en fonction du niveau. Donc c'est quand même assez complet. Et puis il y a vraiment pas mal de nouveautés. Alors, je vous fais ça très très vite parce que évidemment on n'est pas là pour ça. Tu as mis des outils fonctionnels en plus pour ceux qui qui veulent bien s'alimenter avec leur sport. C'est quoi les outils fonctionnels? Le plan alimentaire. Ah oui, mais ça y était déjà avant. Ah, quand même. Non, mais ça a été peaufiné effectivement par rapport à ça. Les nouvelles choses, c'est par exemple, il y a les nouvelles données sur les besoins en protéines, parce qu'il y a eu d'autres études depuis en 10 ans, donc on commence à arriver à un niveau de connaissance assez élevé là-dessus, donc on a des réponses assez fermes sur qu'est-ce qui est optimal en termes de besoins en protéines pour la progression, pour la sèche, etc.
Les nouveaux éléments, donc il y a des nouvelles données sur l'index glycémique, il y a des nouvelles données sur l'équilibre acide-base, il y a des nouvelles données sur les édulcorants, il y a des nouvelles données sur les polyphénols, il y a des nouvelles données sur les fibres, il y a des nouvelles données sur les types de fibres musculaires. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui étaient bien, où il n'y avait rien à redire, qui n'ont pas bougé. Mais voilà, il y a aussi de nouvelles informations sur la leptine. Il y a plein de trucs sympas. Voilà. Et en plus, la nouvelle maquette est vraiment très très jolie. Donc, bon là, vous la voyez pas, je vais vous la montrer tout de suite. Mais bon, il y a des jolies photos. Dans le bouquin, il y a une police qui est plus moderne. C'est plus agréable à lire. Hop, je vous montre ça, hein, grosso modo. Voilà. Bref. Donc ça se trouve dans toutes les librairies de France et de Navarre. Et sur Internet aussi. Voilà. Eh ben, parfait. On va le mettre là. Voilà. Alors on va le laisser comme ça. Alors, notre podcast, Vitamine D. La vitamine D. Et donc, c'est un peu difficile d'en parler pour toi, Julien, puisque tu vends de la vitamine D avec ton labo. Bah, décidément, je vends de tout. Ah, c'est incroyable. Là, je vends aussi des caméras pour ceux qui veulent lancer leur podcast. C'est un podcast commercial et pas alimentaire. En fait. Non, pas du tout. Alors, pour le plan commercial, je réponds. Pour la petite anecdote, puisque c'est vrai que c'est assez particulier en France, c'est qu'à la fois, bah, on salue les gens qui font des choses. En même temps, on aimerait bien qu'ils fassent tout gratuit. Donc, je fais le blog, les articles sont gratuits, ça fait 15 ans que les articles sont gratuits. Tu vois, il y a zéro publicité sur le site. Tout est comme ça demande quand même du temps, rien que l'hébergement du site, etc. Ça coûte aussi de l'argent. Et donc, c'est normal qu'on ait besoin de vivre aussi de son travail. Donc, pour la petite anecdote, quand vous achetez mon livre, par exemple, ça me rapporte à peu près 2 €, voilà, par vente. Hein. Voilà de quoi on parle. Les compléments alimentaires, donc là aujourd'hui oui on parle de vitamine D qui est un complément alimentaire qui est effectivement en vente sur le labo Unae, mais dans toute la vidéo on parle pas de laboratoire, on parle juste de vitamine D, c'est pas de la publicité quoi. Le but de ce podcast aussi c'est de parler des molécules, des vitamines et des minéraux, mais sans forcément parler de marque, on va vraiment s'occuper vraiment de parler des intérêts de la vitamine D sur ce podcast en tout cas. Effectivement, j'ai un conflit d'intérêts quand je vous parle de compléments alimentaires, de nutrition. Oui, j'ai toujours vendu des choses autour de ce domaine-là. Bon, bah effectivement, peut-être que le plus simple pour avoir un avis complètement impartial, c'est de demander des conseils à son boucher sur la vitamine D ou à son garagiste. Écoute, moi, mon boucher, je lui demanderais quel morceau de viande va bien avec le plat que je vais cuisiner. C'est vrai que... il peut peut-être te conseiller sur la vitamine D. Alors, du coup, on va commencer, avant de parler de vitamine D, entre guillemets, de parler de vitamine. Qu'est-ce qu'une vitamine ? Alors, les scientifiques, quand ils ont découvert ces molécules, ils parlaient avant tout d'amines et de vitamines, c'est-à-dire quelque chose qui est essentiel à notre corps pour bien fonctionner de façon optimale. C'est ça un petit peu la construction du mot vitamine. Donc, mais à la base, on pensait que les vitamines, c'était quand même des aminés, des acides aminés, qui étaient essentiels. On pensait que c'était des protéines en fait. Voilà, exactement. D'où le nom vitamine. Vitalité, vie, voilà. Et amine, protéines. Voilà, exactement. D'accord. Et donc ensuite, on a découvert que c'était pas des protéines. En effet, avec les découvertes de plusieurs scientifiques, on a commencé à découvrir en fait la structure moléculaire. Et là, bien entendu, par exemple, pour la vitamine D, on ne retrouve pas d'azote dans la vitamine D, donc ce n'est pas une protéine en tant que La particularité des vitamines, donc c'est des substances en quantité infime qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme. Voilà, exactement. Pour assurer, donc, il me semble dans la définition, c'est la fertilité et en bonne santé en fait. Ouais. Alors ce qui est intéressant sur les vitamines, c'est que en fait, c'est des découvertes super récentes. On en parle aujourd'hui, c'est genre banal, il y a des vitamines partout, mais enfin, ne serait-ce que la synthèse de vitamine C, c'est pas si ancien, c'est pas si récent, je veux dire, ou pas si ancien, ça dépend comment on voit le truc. Non, c'est une cinquantaine d'années, quoi. Oui, c'est début du siècle dernier, quelque chose donc, comme ça. C'est hyper court, quoi. C'est la première vitamine en plus découverte, il me semble. En tout cas, produit de façon synthétique. De façon synthétique, industrielle, et avec une production bioidentique. C'est-à-dire que la vitamine C, on en parlera ça peut-être dans d'autres podcasts, la vitamine C qu'on produit en laboratoire, c'est exactement la même que celle qu'on trouve dans les aliments. Et c'est pas le cas de toutes les vitamines.
qu'est-ce qui a fait que la vitamine D est devenue un sujet de recherche extraordinaire, qui s'est développé, parce qu'on connaissait la vitamine D depuis très longtemps. Assez rapidement, on a appris que c'était une vitamine importante pour le développement du squelette, avec notamment dans les grandes villes en Angleterre, avec la pollution de l'époque, ce qu'on appelait le smog, il y avait un ensoleillement très très faible dans les villes, et donc les petits-enfants avaient des problèmes de croissance, ils n'étaient pas suffisamment exposés aux rayons du soleil, et ils développaient du rachitisme, ils avaient les os qui étaient courbés, etc. Puis donc en plus, on ne va pas féliciter la météo anglaise, c'est pas non plus, elle n'est pas connue pour, elle est pas connue pour invoquer beaucoup de soleil. Même avec de la pluie, tu peux quand même avoir un peu de vitamine D. Un peu de rayonnement, on en parlera peut-être un peu après du rayonnement. Mais là, la problématique, c'était aussi amplifiée par la pollution. Donc assez vite, la vitamine D elle a été reliée à la santé osseuse, surtout des petits bébés. Mais par contre, chez les adultes, pendant très longtemps, on ne parlait pas de vitamine D, c'était pas un sujet, tu vois. Donc la découverte principale, c'est celle des frères Garland, tu connais ou pas toi? Non, moi je connais pas. Donc c'est aux États-Unis, deux chercheurs, deux frères, qui étudiaient la vitamine B9 et l'incidence du cancer du côlon. Donc ils faisaient des études épidémiologiques et ils regardaient, ils essayaient de trouver un lien, ils subodoraient qu'il y avait il y avait déjà pas mal d'études entre vitamine B9 et cancer du côlon. D'accord. Donc les gens qui mangeaient plus de légumes verts, ils avaient moins de cancer du côlon, peut-être Ils ont commencé à faire une carte en fait des États-Unis où on pouvait voir les consommations, les apports en vitamine B9 et les incidences de différents cancers, etc. Et ils se sont rendus compte d'un truc inattendu, c'était que l'incidence, elle suivait la latitude. Donc plus on était proche de l'équateur, moins il y avait de cancer du côlon. Et plus on s'éloignait, plus il y en avait. Et donc il a fait une relation avec le soleil? Exactement. Ils ont fait la relation, ils se sont dit bah ouais c'est quand même bizarre et ils se sont rendus compte que c'était lié à l'ensoleillement. Et puis après c'est là que ça a déclenché beaucoup de recherches sur la vitamine D et le cancer notamment. Et comme un peu dans toutes les découvertes scientifiques, c'est un petit peu aléatoire en fait. Ouais, c'est à chaque fois c'est par hasard. Par hasard. Parce qu'en fait déjà avant de parler de vitamine D, on va peut-être parler des deux classes de vitamines. C'est-à-dire qu'on parle de vitamines hydrosolubles, donc là c'est les vitamines du groupe B et la vitamine C, et on va parler de vitamines liposolubles, donc c'est les fameuses vitamines qu'on appelle du groupe ADEC. ADEK. Du coup la vitamine D est une vitamine donc liposoluble, donc qu'on retrouve dans les matières grasses, et c'est une vitamine dérivée d'un stérol qu'on connaît bien, le cholestérol. D'où son nom scientifique qui est cholécalciférol. Généralement, dans notre corps, on produit plusieurs hormones stéroïdes. On va retrouver les corticoïdes, les hormones sexuelles et cette vitamine D qu'on considère maintenant aussi comme une hormone. Donc la particularité d'une hormone stéroïde, en fait, c'est tout simplement que c'est une molécule qui est dérivée du cholestérol. Voilà. Et moi, je voulais qu'on parle de ça parce qu'effectivement, quand les gens quand ils entendent le mot stéroïde, ils pensent produit dopant. Anabolisant. Ou anabolisant. La vitamine D, c'est pas un anabolisant. Non, pas encore. Malheureusement. La différence entre un stéroïde et un stéroïde anabolisant, c'est qu'il y en a un qui est anabolisant, l'autre n'est pas anabolisant. Toutes les molécules issues du cholestérol ne provoquent pas la croissance musculaire. Donc la testostérone, c'est un stéroïde anabolisant. Même on dit androgène anabolisant, puisqu'il développe aussi les caractères sexuels secondaires. Dans notre organisme, donc on a du cholestérol qui circule, et en fait on va avoir une production qu'on appelle endogène, c'est-à-dire que notre organisme va être capable de synthétiser de la vitamine D. En effet, si vous vous trimballez un petit peu au soleil, un peu les manches retroussées, comme en cette belle période hivernale, et vous allez pouvoir produire de la vitamine D. Et ça marche comment déjà, cette production de vitamine D dans la peau là? Et en fait, du coup, le cholestérol à la surface de la peau va être transformé par les rayonnements UVB. Dans une réaction de photosynthèse. Et du coup, ça donne naissance à une deuxième molécule qu'on appelle le cholécalciférol. Ça c'est la base, c'est de la vitamine D. Donc ensuite, il y a deux noms, c'est soit le calcifédiol qu'on trouve dans le dédrogil, le médicament dédrogil. Et ensuite, pour parler du parcours, c'est qu'on va faire un précurseur au niveau de la peau qui va ensuite être traité par le foie et in fine par le rein.
Exactement. Alors là où c'est intéressant, c'est que en fait, quand on parle de vitamine D, là on parle de vitamine D sans S, alors qu'en fait, c'est les vitamines D. Oui, il y en a plusieurs. Le terme vitamine D, il désigne, en fait, il y a plus d'une dizaine de composés, parce que là, on va en parler de 3 principalement. Le cholécalciférol qui circule dans le sang, qui est activé en 25-hydroxycholécalciférol au niveau du foie, qui est ensuite activé en 1,25-dihydroxycholécalciférol, qu'on appelle aussi calcitriol, au niveau des reins. Voilà, et qui est la forme active finale de la vitamine D. Et ce dont on parle jamais quand on parle de ça, c'est que en fait, à chaque étape, il y a aussi des dérivés inactifs. C'est-à-dire que quand il y a l'activation au niveau du foie, par exemple, on transforme vitamine D en calcifédiol, il y a aussi la production de métabolites inactifs, comme le 24-25 hydroxy vitamine D3. Et pourquoi est-ce qu'on fabrique ces métabolites inactifs ou d'autres métabolites bizarres? Parce qu'en fait, ils servent à réguler le taux de vitamine D dans le sang. Par exemple, quelqu'un qui en prendrait énormément, on va en parler à la fin de cette vidéo, eh bien, pour éviter qu'il meure intoxiqué instantanément, l'organisme va ralentir l'activation de la vitamine D. Et qu'est-ce qui fait du surplus? Il produit en désactivé en fait. Il produit une autre molécule qui est oxydée et qui va pouvoir s'éliminer plus rapidement. Notre organisme a beaucoup de mécanismes comme ça en fait. Qui s'auto-régule pour éviter justement... dans les limites du raisonnable. Voilà. Parce que l'intoxication est rare à la vitamine D, mais pas impossible. Tout à fait. Alors avant qu'on continue, moi je voulais juste faire un petit aparté sur ces formes actives, enfin sur ces différentes formes. C'est que, en fait, très souvent, on dit oui, en fait, c'est uniquement la dernière forme qui est active et qui est utile. En fait, non. Aujourd'hui, on a pas mal d'études là-dessus. La vitamine D est très particulière parce qu'en fait, chaque molécule de vitamine D a une action particulière. Donc le calcitriol, qui est la forme finale, son action majeure, c'est la régulation du taux de calcium dans le sang, avec d'autres hormones comme la calcitonine ou la parathormone, par exemple. Mais le calcitriol est très puissant, c'est un rôle fondamental, on va dire. Disons que s'il n'y a plus les autres hormones, le calcitriol peut suffire à maintenir le taux de calcium dans le sang. Et donc c'est important de ne pas manquer de calcitriol. Mais le 25, le calcifédiol qui est produit avant au niveau du foie, il est utile aussi, et la vitamine D inactive, elle est utile aussi. Pourquoi? On a pas mal d'études maintenant qui ont montré que la vitamine D, c'était une substance qu'on peut appeler autocrine paracrine. Ça veut dire qu'elle a la capacité de s'activer dans des tissus cibles. Par exemple, ils ont montré que dans l'os directement ou dans le muscle directement, la vitamine D peut s'activer localement pour exercer une action sur les gènes et modifier leur fonction. C'est intéressant, pourquoi? Parce que si vous êtes un peu un spécialiste et que vous vous êtes déjà beaucoup intéressé à la vitamine D, vous avez peut-être entendu cette histoire qui dit « ça sert à rien de prendre la vitamine D en fait parce que le taux de forme active calcitriol, lui, il est toujours constant ». Et c'est vrai en fait, c'est extrêmement rare que le taux de vitamine D active, il tombe vraiment bas. C'est qu'il y a un déficit vraiment très très grave en vitamine D si tu veux pour que ça se produise. Parce qu'en fait à chaque transformation, chaque activation de la vitamine D, on crée un composé qui est plus puissant à des doses plus faibles. Oui, et du coup qui va s'activer à différents endroits aussi. Exactement. Et là où c'est important, c'est qu'à un moment donné, il y avait de la désinformation. Ce qui est venu des États-Unis d'ailleurs, c'était une mode de je ne sais plus quel chercheur qui disait en fait non, c'est même mieux de créer une carence en vitamine D pour augmenter les niveaux de calcitriol et obtenir un effet positif sur certaines maladies. D'accord. Voilà. Et en fait, ça marche pas, tout simplement parce que les tissus cibles, ils ont besoin des précurseurs qui sont activés directement dans les tissus cibles où ils exercent des effets positifs sur l'immunité. Oui, on parlera un petit peu après de tous les rôles de la vitamine D. Exactement, voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire du calcium. Oui, bien entendu. Alors, c'est un petit peu quand même son cœur d'action, le calcium. Mais du coup, le calcium dans notre organisme, c'est quand même, il a quand même un rôle fondamental. C'est juste vital. Ah, c'est tout. Donc, il va aider dans la transmission des neurotransmetteurs. On en a besoin structurellement aussi pour les os. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses où on est dépendant du calcium en fait. Tout à fait. Dans la régulation aussi électrique de notre système nerveux. Enfin, il y a beaucoup de choses où le calcium est nécessaire. Tout à fait. Première question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que l'exposition au soleil suffit à nous donner assez de vitamine D? Si on le produit de façon endogène, est-ce que ça suffit en fait?
Oui, c'est une vraie question dont la réponse dépend beaucoup de pas mal de facteurs, notamment de où on habite. Parce que, en fait, pour que la synthèse de vitamine D ait lieu dans la peau, il faut qu'il y ait une intensité lumineuse suffisante, c'est-à-dire une énergie en fait, des rayons UV qui soit suffisante. On parle donc de longueur d'onde pour caractériser cette énergie. Et d'après les recherches, c'est à peu près entre 293 nanomètres et 315 nanomètres, je crois à peu près, pour la lumière qui permet de synthétiser la vitamine D. Et en France, en tout cas, on n'a pas cette puissance de rayonnement en dehors des mois de avril et octobre à peu près. Voilà, donc en fait, c'est 6 mois dans l'année. Exactement. Donc c'est la moitié du temps, on est capable de synthétiser de la vitamine D. Alors, est-ce que ça suffit? Sur cette période-là, en tout cas. En tout cas, pendant printemps-été, si on s'expose vraiment, régulièrement, oui, ça suffit. Les taux de vitamine D peuvent se retrouver à des bons niveaux. C'est en général ce qui se passe d'ailleurs dans la population générale. Par contre, en hiver, ça chute assez drastiquement. Voilà. Et c'est aussi à ces moments-là, d'ailleurs, qu'on tombe plus malade. Plus malade, exactement. Voilà. Et qu'on est plus fatigué, etc. Voilà, qu'on a un peu cette déprime aussi. Ouais. Alors après, moi, je poserai un bémol quand même sur cette affaire-là parce que je pense que c'était vrai il y a 15 ans. Enfin, personnellement, je me rappelle que l'été, j'étais tout le temps dehors, en t-shirt, toute la journée, même quand j'étais jeune, en train de faire du vélo ou je sais pas quoi faire, enfin d'être actif quoi. Ouais. Aujourd'hui, déjà je suis vieux. Et surtout, l'autre problème fondamental, c'est qu'en vérité, bon, en plus c'est effectivement lié à l'âge, mais on a quand même des étés qui sont plus chauds qu'avant. Donc coup, soit c'est le complotisme, soit c'est le réchauffement climatique, mais il fait plus chaud. Oui. Donc quand il fait 45, c'est compliqué d'aller synthétiser de la vitamine D parce qu'on va prendre un coup de soleil extrêmement rapidement. Oui, et puis du coup les rayonnements sont plus dangereux. Ils sont encore, voilà, ils sont trop forts finalement. Voilà. Donc c'est pas idéal. Donc par contre, est-ce qu'on a des études là-dessus sur ces nouveaux rayonnements plus forts? Est-ce que du coup, ces rayonnements plus forts permettent de la synthèse? Oui, ça marche. Il faut s'exposer moins longtemps, en fait. Et c'est plus risqué. Parce que beaucoup plus vite, tu vas prendre un coup de soleil et avoir du coup, augmenter peut-être tes risques de cancer de la peau. Donc c'est dose dépendant, en fait. La lumière est dose dépendante. Exactement. Moi, en ce qui me concerne, pour prendre mon exemple, en plus, comme vous voyez, j'ai pas vraiment une peau d'Africain. Donc ma peau est sensible, donc je fais attention à mon exposition au soleil, j'y vais progressivement, mais je peux pas rester des heures en plein soleil pour bronzer. Donc moi personnellement je prends de la vitamine D quasiment toute l'année. Effectivement quand il fait vraiment beau et que je sors tous les jours, j'ai tendance même à oublier, donc au final ça se lisse un petit peu, mais on n'est pas obligé de prendre la vitamine D que pendant les mois d'automne et les mois d'hiver en fait. On peut en prendre plus ou moins toute l'année en fonction de son mode de vie. Par contre, du coup, de avril à octobre, on peut diminuer un petit peu notre consommation quotidienne. On peut, moi je le fais pas, mais on peut. Et pour nos auditeurs, Julien, tu consommes combien de vitamine D tous les jours? Alors, moi je consomme à peu près 5000 unités de vitamine D par jour. Alors évidemment, à ne surtout pas faire, c'est déconseillé par les autorités sanitaires. C'est des dosages très très élevés. Ah bah, et encore on n'a pas parlé du mien. On va parler de la question du dosage dans cette vidéo de façon sérieuse, hein, parce que effectivement, on peut en parler tout de suite d'ailleurs. Finalement, c'est pas inintéressant. On peut déjà expliquer combien de vitamine D est-ce qu'on synthétise quand on s'expose au soleil. Il me semble que c'est 20 000 UI pour 15 minutes à peu près, quelque chose comme ça. C'est au max, quoi, on va dire. Au max, parce qu'en fait, il y a une production qui se limite avec le temps. En fait, à partir d'un certain moment, en fait, notre peau est plus capable d'en synthétiser. Et puis la conséquence, ensuite, c'est le coup de soleil. Quand on va rester trop longtemps. Et donc, les études ont dit 15 minutes, mais si on prend un coup de soleil en 5. Peut-être que 5 minutes suffisent. Totalement. Avec une peau comme la mienne. Tout à fait, ça fait partie des facteurs individuels. C'est que plus tu as la peau claire, moins tu as besoin de t'exposer longtemps pour synthétiser de la vitamine D. Et d'ailleurs, l'hypothèse de chercheurs spécialistes de l'évolution, c'est que la peau de l'être humain s'est éclaircie au fur et à mesure qu'il a migré dans le nord de l'Europe, et ainsi que les yeux d'ailleurs, tout simplement parce que ça permet d'avoir une peau qui est plus sensible à la captation des rayons UV, et donc qui permet de synthétiser un peu de vitamine D, même en s'exposant très très peu. Alors que les personnes qui sont plus bronzées ont besoin de s'exposer plus longtemps parce qu'elles viennent d'un climat où c'est plus facile. Du coup, pour les populations, on va dire avec la peau noire, avec des latitudes comme la nôtre,
Donc, du coup, elles ont beaucoup plus de déficit en vitamine D que les personnes qui ont la peau blanche. Plus besoin que nous, entre guillemets. C'est encore plus important pour eux de se supplémenter en vitamine D. Voilà. On va dire entre 10 000 et 20 000 UI quand on s'expose au soleil en été. Donc c'est quand même des doses assez fortes. C'est forte. Ouais. Et a priori, c'est la dose maximale qu'on peut faire sur 24 heures, à peu près, dans les études. Donc ça fait quand même un apport assez important. Et il faut mettre ça en parallèle avec les doses aujourd'hui recommandées dans les compléments alimentaires en France, qui ne dépassent pas à peu près 2008 par jour pour les adultes. Donc ça, c'est la réglementation. C'est la réglementation. Donc, ils disent pas plus de 2008 par jour. Voilà. Mais il y a 10 ans, c'était pas plus de 408 par jour. Voilà, donc on a quand même augmenté. On a multiplié par 5, quand même c'est assez important. Encore avant, c'était autre chose. Voilà, ça change constamment. De toute façon, ils ne sont pas d'accord entre eux. Hein. L'Académie de médecine ne donne pas le même chiffre que l'ANSES, qui ne donne pas le même chiffre que les sociétés de pédiatrie, qui donne pas le même... Donc c'est n'importe quoi. Et puis là, on parle de réglementation française. J'imagine que nos amis danois, enfin scandinaves, entre guillemets, eux, ils prennent des compléments... En Europe, c'est assez harmonisé quand même au niveau des dosages parce qu'on a le FSA maintenant qui essaye d'harmoniser tout ça. Mais malgré tout, effectivement, les pays ont aussi leur propre réglementation pour les compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'ils harmonisent beaucoup les taxes, mais par contre, pour le reste, c'est moins harmonisé bizarrement. Et du coup, on n'a pas exactement les mêmes règles. Aux États-Unis, c'est encore plus permissif. Là-bas, sur les doses, tu peux trouver des compléments alimentaires dosés à 10 000, 20 000 unités sans trop de difficultés. Mais voilà. Là où c'est intéressant, je pense, c'est que je disais que c'était un peu n'importe quoi. Évidemment, c'est un peu de l'humour, c'est pas n'importe quoi. Mais ça montre les problèmes de la recherche en nutrition moderne. C'est que, par manque de moyens, je pense, par manque d'engagement aussi, en ce qui concerne la nutrition ou la micronutrition, les recommandations, elles sont vraiment trop bancales. C'est-à-dire que elles sont toujours présentées au public comme étant la vérité absolue, c'est-à-dire c'est ça qu'il ne faut pas dépasser, sinon au-dessus tu meurs. Tu vois, surtout c'est repris comme ça dans les médias d'ailleurs. Attention, une personne a pris 3008 de vitamine D et donc elle a fait un infarctus ou je sais pas quoi. C'est ça qui a entraîné son infarctus. Voilà, exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est parce qu'elle n'a pas suivi la règle qu'elle est morte. Non, c'est pas parce qu'elle n'a pas suivi la règle, c'est parce qu'elle a pris quelque chose qui n'était pas adapté à son corps. Parce que la règle change constamment. Et il est évident que notre corps, il y a 50 ans, avait les mêmes besoins en vitamine D pour être en bonne santé qu'aujourd'hui. Oui. Et ça devrait être encore les mêmes dans 100 ans. Peu ou prou, quoi. Oui, nos besoins changent avec le temps, mais quand même, ça va pas si vite, en fait. Exactement. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important de se renseigner sur la nutrition et les compléments alimentaires par soi-même, parce que c'est quand même une des bases de la santé. Et ça, vous pouvez prendre conseil auprès des professionnels de santé, bien sûr, comme ici d'ailleurs, un professionnel de santé. Mais malgré tout, ça reste important de prendre sa santé en main. Et de comprendre ce qui se passe, quoi. Oui, parce qu'un peu en France, le problème, c'est que on n'est pas acteur de notre santé, en fait, c'est ça. Je pense pas suffisamment. Ou pas suffisamment, en tout cas. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et si vous êtes sur ce podcast, c'est que déjà, vous êtes acteur. Et ça, c'est déjà plutôt pas mal. Des dosages. Ouais. Alors, pour moi, Julien pourra le témoigner, parce qu'il a passé tout l'hiver avec moi, je n'ai pas été malade de l'hiver. Je confirme. Et mon dosage personnel est à 16 008. Mais c'est vrai que je désapprouve complètement, je le dis tout de suite. Mais c'est un dosage personnel en fonction de mon activité physique et de mon poids aussi. Parce que... Après, on peut préciser que tu as quand même subi 3 greffes de reins depuis. Et pas que le foie, les poumons, Est-ce que tu fais des prises de sang de contrôle de ton taux de vitamine D de temps en temps? Ça remonte à très loin. Et tu prenais déjà 16 000 à l'époque? Non. Là, donc là, tu étais en mode... Je suis en mode freelance. Je suis en mode free. Ok. Non, alors, je fais déjà quand même un poids qui est conséquent, puisque je fais 100 kilos. Ah oui, mais tout en muscle, hein. Oui. Mais c'est parce que j'ai suivi la nutrition de la force depuis ma tendre adolescence. Et donc, du coup, on va peut-être parler aussi du dosage par kilo de poids de corps. Oui, alors... Qui est intéressant. Sur le dosage... Aussi, juste avant, parce que tu prends 16 000. C'est parce que j'ai moi, aussi je disais que je prenais 5 000. Effectivement, je suis un peu plus léger, hein, on peut le dire. On peut le dire sans se cacher. Ma femme, donc, qui a une sclérose en plaques, vous le savez, peut-être vous avez vu le livre qu'on a écrit ensemble. Donc, elle prend de la vitamine D pour l'aider dans cette pathologie. Et elle prend à peu près autour de 10-12 000 à peu près par jour. Voilà.
Parfois, elle oublie en plus un petit peu, donc peut-être qu'en moyenne, elle est plus à 8000, tu vois, mais elle prend ça en continu. Elle fait des prises de sang régulières. Quand je dis régulières, c'est une fois tous les 9 mois, quoi, ou quelque chose comme ça. Et c'est toujours normal, même pas si haut d'ailleurs pour le taux qu'elle prend, tu vois. Donc en fait, c'est que son besoin est augmenté en fait. Je pense. Voilà. Dans son cas, je pense que son besoin est augmenté. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en tout cas, pour les chercheurs spécialistes de la vitamine D, c'est déconseillé de dépasser 10 000 unités par jour. Et 10 000 unités par jour, c'est la dose à partir de laquelle, chez certaines personnes, on peut voir apparaître des dangers liés à la supplémentation en vitamine D. Il faut quand même le dire. Oui. En fait, voilà. C'est quand même une dose la dose maximale a été divisée pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque en fait. Oui, je crois que c'était un facteur x4 dans les études, c'est à peu près à 40 000 unités pris pendant assez longtemps qu'il y a eu une vraie intoxication. Mais moi j'ai déjà vu des cas de gens à plus de 10 000 qui commençaient quand même à avoir des taux qui étaient un peu anormalement hauts avec le taux de calcium qui s'augmente un tout petit peu. Donc je pense quand même que c'est sécuritaire de conseiller aux gens de rester à 10 000. De rester à 10 000. Voilà. Après, je pense que même un médecin ne sera pas contre augmenter au-dessus de 10 000 si vous faites une prise de sang, que vous prenez 10 000 depuis 4 mois et que vous constatez que vous êtes toujours bien, mais pas très haut et que vous voulez monter un peu plus, il n'y a pas de danger particulier. Attends, Julien, je comprends pas. Les médecins, ils prescrivent bien des ampoules à 300 000 d'un coup. Je sais pas si c'est pas 200 000 les UV doses, je sais plus. Enfin, en tout cas, elles sont très dosées. En tout cas, elles sont très dosées. Alors, certes, là, c'est une consommation quotidienne, mais est-ce qu'on peut peut-être parler des ampoules, ces ampoules à 300 000 Est-ce qu'elles ont... Il y en avait même à 600 000 à une époque. Je sais pas si elles existent toujours, celles-là. Ah, je sais pas, je saurais pas te dire, mais on a plusieurs modes. En fait, on peut prendre de la vitamine D de manière différente. En fait. Ouais, de différentes façons. Donc, on a soit une grosse consommation ponctuelle, avec des ampoules par exemple, soit des plus petites ampoules, mais peut-être un peu plus espacées, peut-être à 15 jours, un mois. Et on a la supplémentation quotidienne. En fait, on a plusieurs façons de se supplémenter. Je pense qu'au départ, la raison est presque philosophique, en fait. Parce que la médecine, quand elle s'intéresse à la nutrition ou aux compléments alimentaires, elle s'y intéresse avec une vision de médecine. La vision de médecine, c'est la vision du médicament. C'est-à-dire l'idée qu'une substance, pour être efficace, doit être déjà suffisamment concentrée, et que plus elle est concentrée, plus elle est efficace, avec aussi éventuellement des effets secondaires qui peuvent venir en fonction de la concentration. Je ne dis pas que c'est vrai que c'est faux, hein. Ce que je veux expliquer, c'est que c'est parfois un peu nuancé, un peu plus compliqué que ça. Mais surtout, on a inventé les ampoules parce qu'on s'est dit, bah tiens, tac, on met un bolus, donc on envoie beaucoup de vitamine D, comme ça, le taux remonte, puis ça va durer un bon moment, et on est tranquille. Et dans les études, ils ont constaté que c'était pas mal de faire ça, surtout pour les personnes âgées, ou notamment pour les gens en fait, dont la santé, ça les intéresse pas en fait. Et du coup, il y a une meilleure observance. C'est-à-dire qu'ils sont plus à même de prendre une ampoule tous les 3 mois que de prendre un truc tous les jours. Tu vois, c'est logique. Et donc là, on revient au parcours de santé et être acteur de son parcours de santé en fait. Oui, et pourquoi? Parce que ça, on a mis longtemps à le savoir, même si ça pouvait quand même être un petit peu deviné avec un peu de réflexion. C'est que les ampoules fortement dosées, en fait, elles font bien monter le taux de vitamine D très vite, mais elles ne sont pas très efficaces sur la santé en général. Alors je vais expliquer pourquoi, si tu me permets. Ah bah, volontiers. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que très souvent, ces ampoules, d'abord, elles ne sont pas données suffisamment souvent. C'est-à-dire qu'ils vont donner une ampoule tous les 3 mois, alors qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que le taux de vitamine D monte très très haut, et après, il chute assez vite. Et du coup, pendant longtemps, il est en dessous de la norme avant qu'on reprenne une ampoule de vitamine D. Donc, on a des gros moments où ça ne va pas, avec des moments où ça va à peu près. Donc, ça empêche, si tu veux, la vitamine D de jouer ses pleins effets. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, dans ton moteur, de temps en temps, tu mets plein d'huile pour lubrifier le moteur, et puis après 6 mois tu tournes sans huile pendant 3 mois, puis ensuite t'en remets. Bah, c'est bien, mais bon, il aurait mieux fallu avoir un taux d'huile normal tout le temps. Les dégâts sont déjà faits si on parle de moteur. Voilà, exactement. Bon, c'est pas totalement comparable, mais, non, en effet. mais effectivement c'est correct. Et on a donc des études qui ont montré que, par exemple, contre l'ostéoporose, contre certains problèmes, entre les petites doses quotidiennes et les grosses ampoules, il y avait beaucoup plus d'effets sur la santé des petites doses quotidiennes. Pour moi, pourquoi je disais tout à l'heure qu'on aurait pu quand même peut-être le prévoir, ce truc-là, c'est parce que naturellement, l'organisme humain, depuis des millions d'années, il est adapté à une exposition modérée. Oui. Un tout petit peu de soleil, un tout petit peu de vitamine D, mais
quotidiennement. Et on n'a jamais habitué notre métabolisme à recevoir de très fortes doses de vitamine D. Oui, puis en plus, si on revient à ce qu'on a dit un petit peu avant, notre corps est juste capable d'en synthétiser 20 000 par jour en fait. Exactement. Exactement. Donc en fait, il n'est pas habitué à traiter, enfin, notre ADN n'est pas... Notre code, entre guillemets, n'est pas habitué à traiter 300 000 UI d'un coup. Bah, il y a une bonne partie qui va essayer de désactiver, ça c'est sûr. Donc on va effectivement pas tirer tous les parties du truc. Et un autre point très important, c'est tout à l'heure on a parlé de la fonction autocrine-paracrine de la vitamine D, donc qui s'active dans les tissus cibles. Et alors là c'est des recherches balbutiantes, hein, mais comme on est là pour parler technique, autant y aller. Je sais pas si vous connaissez un peu le fer, le métabolisme du fer. Tu sais que quand on prend beaucoup de fer, on sature une protéine qui s'appelle l'epsidine dans l'intestin, et donc après on arrête d'absorber le fer. Et en plus de ça, ça augmente, cette molécule augmente l'inflammation et qui empêche l'absorption du fer. Exactement. Et donc c'est pourquoi les gens qui prennent des doses très fortes de fer en continu tous les jours, ils n'arrivent pas à remonter leur taux de fer dans le sang, parce qu'en fait ils saturent leurs récepteurs et ça ne marche pas. Voilà. Et donc l'hypothèse qu'on a aujourd'hui sur les fortes doses de vitamine D, c'est que quand on prend une ampoule, le taux sanguin monte très fortement, donc ça c'est le taux sanguin, mais ensuite dans les tissus cibles, il y a une saturation des activateurs de vitamine D qui du coup sont dysfonctionnels pendant un certain temps. Leur sensibilité, elle est altérée. Exactement, comme l'histoire de la sensibilité à l'insuline, tu vois. Tu manges du coup. Exactement. Tu manges trop de sucre et puis au bout d'un moment, tes récepteurs ils sont saturés, ils n'arrivent plus à gérer le truc et après ils dysfonctionnent. Là, même chose, mais sur une échelle de temps beaucoup plus courte, qui ferait que, même s'il y a encore de la vitamine D issue de cette ampoule qui circule dans le sang, les récepteurs ont été saturés par les fortes doses et donc elle ne s'active pas et donc elle n'exerce pas tous les effets, notamment les effets par exemple anti-cancer qui sont super intéressants et dont on va parler plus loin dans la vidéo. Voilà, dans les rôles de la vitamine D. Donc j'ai toujours écrit sur mon blog et dans mes livres et ailleurs qu'il fallait prendre la vitamine D au quotidien avec des doses physiologiques, c'est-à-dire pour moi qui se rapprochent de ce qu'on pourrait produire quand on s'expose au soleil, et même pas forcément au soleil d'été, mais au soleil de printemps, tu vois. Mais au moins quelque chose de continu, et c'est comme ça qu'on a le plus de bienfaits. Oui, parce que pour rappel, ton laboratoire, il n'est pas si vieux que ça. Non, c'est 2019. Et tu es sur Internet depuis bien longtemps. Oui. Si on reparle un petit peu de ces doses quotidiennes, donc on a bien compris qu'on avait une production endogène, donc c'est notre propre corps qui les fabrique, mais on a aussi ce qu'on appelle un apport exogène. Donc là, on a parlé déjà des compléments, mais est-ce que l'alimentation peut nous fournir de la vitamine D ? En théorie, oui. Le seul problème, c'est que si on a parlé des difficultés pour connaître le dosage optimal, donc pour le déterminer, il y a plein de façons, il y a des études à ce sujet, etc. Mais quand même, comprendre qu'est-ce qui se passe naturellement quand on s'expose au soleil, c'est quand même un indicateur du besoin naturel, si tu veux, tu vois. Et donc, après, ils ont fait des études d'excrétion, d'absorption, etc. pour essayer de déterminer quel était à peu près le niveau de vitamine D dans le sang optimal. Le niveau de vitamine D dans le sang optimal, en fait, c'est le moment où, sur une courbe de Gauss, quand on prend une certaine quantité de vitamine D, l'absorption, elle est optimale, elle ne décroît pas, et l'excrétion aussi, elle a tendance à être pas trop importante. Ça veut dire qu'en fait, on retient et on utilise tout ce qu'on absorbe. En gros, c'est ça, parmi les méthodes qu'on utilise. La courbe de Gauss, c'est une courbe en U inversée, pour simplifier un peu les choses. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les chercheurs qui travaillent vraiment sur la vitamine D, ils sont tous d'accord. Les autorités sanitaires ne sont pas d'accord, mais les chercheurs, globalement, sont tous d'accord. C'est bizarre, ça. Ils sont tous d'accord, en tout cas, pour dire que les apports recommandés sont trop faibles, les limites officielles sont trop faibles, et que les déficits en vitamine D sont vraiment énormes dans la population générale, et qu'on ferait beaucoup d'économies au niveau du système de soins en prenant de la vitamine D, qui est une substance très peu coûteuse, facile à prendre, etc. Voilà. Parce que du coup, on a aussi plusieurs vitamines D disponibles sur le marché. On va avoir une vitamine D qui est animale, qui va être produite à partir de la lanoline, qui est issue de la laine de mouton, il me semble. Ouais.
Et donc là, on parle que de la vitamine D3 parce qu'on peut aussi se supplémenter en vitamine D2, mais les études ont montré que c'était pas forcément une bonne façon de se supplémenter. Tu nous feras penser à reparler de l'alimentation parce que là, on diverge. Ah oui, de doses, de doses et maintenant de compléments. Notre podcast est plutôt une conversation décousue, un petit peu décousue. Décousue, mais quand même avec un fond assez solide. Il y a un fil. Il faut juste réussir à le trouver, le fil. Voilà, exactement. Il y en a, on l'a devant les yeux d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Je vais répondre à ton truc, mais juste avant. Pour l'alimentation. Ouais, je vais répondre aussi, mais juste avant. Il y a un truc important, c'était qu'on parlait de la détermination du besoin optimal. Et tu m'as parlé des doses en fonction du poids. Du poids de corps. Et là, on n'a pas été plus loin. C'est vrai qu'on n'a pas répondu. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des. J'ai un article sur mon site où je donne les conseils pour calculer les besoins en fonction du poids, etc. Je le mets à jour assez régulièrement avec les nouvelles découvertes. Là, on va faire une grosse mise à jour là-dessus. Mais en attendant, on a eu des études qui, au fil du temps, ont montré que on pouvait peaufiner en fonction du poids. Parce que ce qui est sûr, c'est comme c'est une vitamine D liposoluble, elle se distribue dans les tissus. Donc plus vous avez un volume corporel important, et plus votre taux sanguin va être faible pour la même dose que quelqu'un qui est petit et tassé, quoi. Voilà. Donc c'est compliqué du coup de donner une valeur cible de vitamine D parce qu'elle dépend beaucoup en fait du volume corporel, donc du poids. Et donc en fait pour chaque personne en fait il y aurait un volume, une quantité à avoir. Ouais. En fonction de l'âge, peut-être de la taille et surtout du poids. Et puis des pathologies éventuellement associées, tu vois, comme on l'a dit. Mais bon, quand même, une base qui a été donnée par des chercheurs américains qui est assez intéressante, c'est de compter 75 unités internationales de vitamine D par kilo de poids corporel. Et on arrive sur des chiffres pas trop déconnants par rapport... peut-être sauf pour toi, mais par rapport à ce dont on a parlé dans ce podcast pour l'instant. Évidemment, faites des prises de sang de test quand même. Oui. D'ailleurs, toi aussi, il faudrait que tu en fasses une. Ce serait intéressant de voir. La prochaine fois que je vais chez le médecin, j'y penserai. Tu nous dis un peu dans le prochain podcast. Tu nous dis à combien t'es. Exactement. Et combien de jours il te reste à vivre. Ça, on fera une fête ou quelque chose. Ouais, voilà. On invitera une personne à faire la fête avec nous. Une personne des pompes funèbres qui vient nous rejoindre. En général, quand tu fais le calcul, pour un adulte, on est au moins à 3000, 4000 à peu près dans ces calculs. Voilà, pour un adulte de 80 kg, ça ferait 6400. Enfin, si on prend 88 par kilo poids de corps. Ouais, c'est ça. Là où c'est intéressant, avant de revenir sur les compléments alimentaires, c'est par rapport à l'alimentation. Tu m'as parlé. Parce que quand on regarde la teneur dans les aliments, même les aliments riches en vitamine D, en fait, c'est pas énorme. C'est pas énorme, Pour 1 kg de saumon et quelque chose. On était à peu près à 4008 pour 1 kg de saumon. Pour 1 kg de saumon. Qu'il faut manger tous les jours, du coup. Oui, et du coup, le saumon, c'est bon, c'est super bon. Mais par contre, 1 kg, c'est aussi s'exposer aux métaux lourds. Aux métaux lourds, aux microplastiques. À la perte de budget aussi, peut-être. Aussi, accessoirement. C'est un peu cher quand même. Accessoirement. Non, c'est un vrai problème. Et puis, il n'y a pas tant. Enfin, le saumon est vraiment très riche en vitamine D, parce que c'est un poisson gras, mais tu n'as pas beaucoup d'aliments qui sont aussi riches que le saumon, quoi. Oui, on va retrouver beaucoup de vitamine D dans les poissons gras, sardines, maquereaux, donc saumon, hareng, de façon générale. Après, si vous avez compris, je pense, le principe de la chaîne alimentaire, on est des mammifères, et donc on est des animaux, on synthétise la vitamine D dans notre peau. D'accord ? Et donc, si on est mangé par un plus gros animal que nous, on va lui servir de source de vitamine D. C'est pareil, on mange du saumon qui nous sert de source de vitamine D. Et donc, par conséquent, on sait que la vitamine D, on en retrouve dans les produits d'origine animale. Donc, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, mais beaucoup plus dans le poisson que dans ce qui est viande. Parce que c'est gras. Voilà. C'est gras et les produits de la mer, généralement, sont plus riches en vitamine D. Ce qui est certain, c'est que vous en avez dans tous les produits animaux. Donc quelqu'un qui mange très végétal, c'est sûr qu'il a des apports encore plus faibles que quelqu'un qui est omnivore. Il y en a un petit peu dans les produits laitiers, mais pas beaucoup. Oui, voilà. Et on en retrouve en fait vraiment dans les poissons gras et dans les abats, il me semble. Et donc le point important à retenir, c'est qu'en fait, quelle que soit votre alimentation, si vous ne prenez pas de compléments alimentaires et qu'en plus vous vous exposez, vous habitez en France, comme tout le monde, vous avez un déficit en vitamine D. Oui, à moins que vous baladiez vraiment en maillot de bain. En hiver.
Ça change rien si t'es en maillot de bain. La méthode IMOF, hein. tout le temps en maillot de bain. Mais même en étant tout le temps en maillot de bain en hiver, de toute façon... C'est vrai qu'on n'a pas assez de lumière. Non, on n'a pas assez de lumière. Et alors, il y a des études, hein, Institut National de Veille Sanitaire, qui avait fait une étude il y a quelques années, et qui avait trouvé, grosso modo, 80% des adultes en déficit en vitamine D en hiver. Oui, parce qu'en fait, dans la recommandation, on parle souvent des enfants pour le rachitisme et des personnes âgées pour l'ostéoporose, mais on ne parle pas beaucoup des adultes et des adolescents dans ces recommandations. Non, alors officiellement, on est censé donner de la vitamine D jusqu'à la fin de la croissance. Bon, en général, les médecins, ils en donnent aux bébés les 2 premières années de la vie, et puis après, oui, ils s'en occupent pas. Terminus. À croire qu'on n'a plus besoin. Donc non, en fait, non, on a besoin de vitamine D tout le temps. De toute façon, c'est pas une question d'âge ou de quoi que ce soit. Pour ceux qui sont des adeptes du naturel et qui disent bah oui, mais c'est pas naturel le complément alimentaire. Moi, je suis pour le respect de la nature. Ok, super, mais dans ce cas, ben, on n'est pas fait pour vivre dans ce pays-là aujourd'hui. Il faudrait aller plus au sud pour vivre vraiment exposé à l'extérieur tout le temps dans une vie 100% naturelle. Et puis on est de toute façon, on a des boulots où on est beaucoup en intérieur, donc on s'expose moins au soleil qu'au paléolithique. Il y a aussi peut-être plus de maladies, certaines maladies qu'avant. Oui, maladies auto-immunes par exemple. Qui sont peut-être dues aussi à notre sédentarisation au fur et à mesure du temps. Oui, et puis toutes les maladies potentiellement liées aux expositions à des produits chimiques, etc., qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'est un peu fallacieux de comparer stricto sensu ce qui se passe maintenant de la naturalité parfaite qu'il y aurait eu il y a 2 millions d'années. Enfin, ça n'a pas de sens. Puis surtout que quand même notre société a grandement évolué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 90% de la population avant la Seconde Guerre mondiale était quand même à travailler dehors. Et là, je dirais qu'on est un peu sur la tendance inverse. Un peu. Il n'y a plus que 10% de la population qui travaille dehors et tout le reste travaille à l'intérieur. Et je pense que dans votre bureau ou quand vous allez regarder ou écouter ce podcast, bah, vous n'allez pas être dehors en train de... Quoique, si on va au manif. C'est vrai. Tu parlais des formes en complément alimentaire, donc on en parle vite fait. Oui, alors on retrouve la fameuse vitamine D végétale. C'est la vitamine D2 historiquement. Alors, c'est peut-être expliquer qu'en fait, on a dit qu'il y avait plein de types de vitamine D. Plein de types de vitamines. Et il y en a 2, en ce qui concerne le précurseur initial, la vitamine D source, qui permet d'être activée, il n'y en a que 2 en fait. Voilà, la vitamine D2 et la vitamine D3. Les études ont montré qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à se supplémenter avec cette vitamine D2. Non, ils ont montré que... oui, tu as raison. Mais ils ont montré non seulement qu'il n'y avait pas d'intérêt, mais qu'en plus, donc pas d'intérêt parce qu'elle n'est pas efficace. Voilà, pas efficace. Il faut prendre au moins le double pour avoir une efficacité presque comparable. Mais comme ce n'est pas le même composé, il ne s'active pas de la même façon dans les tissus cibles, cette fameuse action autocrine-paracrine. Donc on n'a pas les mêmes effets que la vitamine D du soleil, qui est de la vitamine D3, celle du soleil. Voilà. Et par ailleurs, il y a aussi des études qui ont montré qu'elle était beaucoup plus rapidement toxique que la vitamine D3, probablement parce que le corps ne s'est pas du tout traité des doses trop importantes de D2. En fait, elle sert à rien. Voilà, elle sert à rien. Simplement, à une époque, elle était populaire parce qu'elle est issue du règne végétal. Donc, chez des gens qui étaient végétaliens, véganes, et qui avaient compris qu'ils avaient besoin de vitamine D pour rester en bonne santé, ils étaient un peu embêtés parce qu'à l'époque, en complément alimentaire, ils avaient soit le choix entre la D3 issue de la lanoline de mouton, auquel ils ne voulaient pas contribuer, ou alors la D2 issue de champignons. Donc entre la peste et le choléra, pour eux, en tout cas, ils ont choisi, je ne sais pas si c'est la peste ou le choléra, mais ils ont choisi. Maintenant, il y a des techniques pour fabriquer de la D3 issue de végétaux. Ouais, maintenant, en fait, si on est vraiment honnête, 90% des vitamines D3 que vous achetez en complément alimentaire chez des marques standards, c'est de la D3 issue de lichen maintenant, de lichen boréal, qui est un lichen cultivé, donc ça dénature pas l'environnement. C'est fabriqué la société qui transforme est en Angleterre, et tout le monde se fournit là-bas en fait, et c'est très qualitatif, c'est plus éthique, et donc on n'est pas obligé de se tourner vers la vitamine D de mouton. Alors par contre, il faut le savoir quand même, ça coûte beaucoup plus cher que la vitamine D du mouton, qui est celle qu'on retrouve dans les médicaments, la vitamine D issue de la laine de mouton. Mais beaucoup plus cher, c'est relatif si vous voulez, parce que en fait, comme la vitamine D, c'est des quantités en microgrammes, en fait, sur un produit fini, ça fait une différence de quelques euros. Mais je crois qu'au niveau de la matière première, on est presque sur du double ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même une grosse différence. Puis le mouton synthétise une graisse, entre guillemets, pour huiler
sa laine, et c'est cette graisse-là où on retrouve la lanoline en fait. Ouais, tout à fait. Et parfois aussi, ils irradient directement de la lanoline pour fabriquer de la vitamine D dans la lanoline aux concentrations qu'ils veulent et qui vont ensuite dessécher, réduire en poudre et puis mettre en complément alimentaire ou dans des médicaments. Un truc très important dont on n'a pas parlé tout à l'heure par rapport aux médicaments, aux ampoules, c'est que quand même un problème aussi de beaucoup d'ampoules et de médicaments sources de vitamine D, c'est que c'est bourré d'additifs douteux, de conservateurs controversés, de trucs comme ça. Cette vitamine D3, on peut la mettre où on veut. On peut la mettre dans une ampoule pour la conserver. On va la mettre, généralement on la met dans une matière grasse. Un corps huileux, ouais. Un corps huileux, mais après rien ne nous empêche de mettre des conservateurs, c'est un truc général, on parlait de dogme tout à l'heure, d'idéologie médicale, c'est un truc général dans les médicaments, ils ont la passion additif. C'est une passion. Mais vraiment, ils n'arrivent pas à proposer un truc clean. Alors qu'en complément alimentaire, c'est facile. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'entre le complément alimentaire et le médicament, à part des réglementations, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Donc il y a beaucoup d'usines qui fabriquent des médicaments et des compléments alimentaires. Les normes en fait, mises en place pour le pharmaceutique sont plus strictes. Mais au niveau de la qualité des ingrédients, tu as beaucoup d'ingrédients, c'est les mêmes. Pas tous, mais beaucoup sont les mêmes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que sur les compléments alimentaires aussi, on fait des études de stabilité, des études pour objectiver la qualité du produit, si tu veux. Et donc, on sait très bien qu'une vitamine D, avec juste de la vitamine E pour conservateur, par exemple, comme celle que tout le monde utilise, là, du lichen, elle est hyper stable. Elle est vraiment bien. Oui, parce que la vitamine E, pour rappel, elle a des propriétés antioxydantes. Oui, tout à fait. Mais même cette vitamine D issue de lichen, en fait, elle est micro-encapsulée dans des triglycérides à chaîne moyenne de noix de coco. Et donc, ça la rend très stable. Le produit est super. Et donc, on sait que cet ingrédient-là, il est vraiment durable, si tu veux. On n'est pas obligé derrière d'aller rajouter du BHT et des arômes et des trucs bizarres. Je n'ai pas la liste de tous les trucs bizarres qu'ils mettent, mais ils en mettent pas mal. Et ça sert à rien en fait. Et c'est pareil même sur par exemple le lévothyrox. T'as toujours on a eu l'affaire du lévothyrox avec les additifs qui étaient mis dedans, du lactose, du machin. Alors soi-disant pour la stabilité du produit, mais moi je rigole parce que t'as d'autres fabricants de génériques qui font de la L-thyroxine avec quasiment pas d'additifs et la stabilité c'est strictement la même. Oui. Le seul problème, c'est que du coup, t'ingères des additifs qui sont potentiellement problématiques. Puis tu les ingères tous les jours. Problèmes digestifs tous les jours, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est aussi une question d'idéologie, voire parfois aussi peut-être de brevet de formule, j'en sais rien, je connais pas tous les détails. Mais bon, pour moi, c'est vraiment dommage. Et je trouve que ça s'oppose même à la notion de santé où le but, c'est le principe actif, en fait. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes, tu vois, c'est un peu comme je sais pas, en complément alimentaire, moi personnellement, à titre personnel, je suis pas fan des gélules parfaitement blanches, parfaitement rouges, parfaitement bleues, multicolores, etc. Je trouve que ça sert à rien, tu vois. Ça plaît à certaines personnes, mais je trouve que c'est plus ludique. C'est plus ludique, mais... Mais est-ce que c'est vraiment efficace ? En fait, le problème, c'est qu'en voulant faire des choses plus ludiques, en fait, on enlève aussi l'éducation. Oui. Tu vois, c'est un peu le principe. C'est comme les gummies en complément alimentaire. On fait des bonbons en complément alimentaire. Excuse-moi, mais la logique... Il y a une logique commerciale, ça je la comprends. Mais par contre, la logique en termes de santé, c'est pas le bon message, tu vois. C'est surtout que si... déjà, on sait que les bonbons, c'est associé au sucre et c'est malheureusement associé à la prise de poids et donc à un mauvais état de santé. Et si on l'associe, ça c'est mon raisonnement personnel, mais si on associe la prise de vitamines à des bonbons qui sont censés te faire prendre du poids, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les gummies c'est quand même bourré de sucre. Alors ils font maintenant des trucs sans sucre, hein. Ils se sont rendus compte que c'était un problème. Oui, parce que... Mais par contre, il y a quand même pas mal d'additifs dedans. Oui, pour la texture. Je crois qu'il y en a qui sont pas trop mal au niveau des compositions quand même. Mais le concept en soi, ça reste dommage. Et il n'y a pas d'éducation derrière sur pourquoi le complément alimentaire, quelle est la problématique des additifs éventuels, etc. etc. De toute façon, pour les gummies, l'autre problème, c'est que comme il faut mettre beaucoup de gélifiant pour faire le bonbon, il y a très peu de place pour mettre des ingrédients actifs. Donc au final, on a des produits qui ne sont pas forcément très bien dosés, super intéressants. Donc s'il faut prendre la boîte de gummies pour 3 jours... Oui, alors après, évidemment...
Je ne suis pas spécialiste des gummies. Je n'ai pas analysé tout le marché pour savoir ce qui existait comme complément de gummies. Il existe peut-être une marque géniale de gummies avec des super concentrations, pas d'additifs, machin. Bon, d'ailleurs, si vous êtes producteur de gummies, on vous invite. La question du conflit d'intérêt, elle est centrale aujourd'hui dans notre société, tu vois. Oui. Quand on a parlé, par exemple, vaccins, médicaments, machin. On parle de vitamine D, mais ça s'applique à beaucoup de choses, en fait. Exactement. Donc on va chercher un expert. Il y a la question du conflit d'intérêt. Comment je fais confiance à quelqu'un? Oui. Généralement, la figure du médecin est une figure de conscience, dans la tête des gens, en tout cas. Ouais. Donc on a tendance plus à aller faire confiance à un médecin que, par exemple, à n'importe quelle autre personne. Si le médecin dit... Alors lui, il a raison, on va dire, il a un peu la sagesse, mais ça n'empêche pas que cette personne-là a des intérêts économiques comme tout le monde, et qu'une société peut l'approcher et lui donner de l'argent pour dire un peu n'importe quoi. Le problème, c'est que si on attend, on veut des experts qui soient indépendants, et qui, du coup, ne soient pas rémunérés par des sociétés externes. C'est ce que tout le monde dit, c'est ce qu'il faudrait en fait, tu vois. C'est ce qu'il faudrait. Et la question, c'est comment ils sont rémunérés. Oui, comment Quand ils étudient, si tu leur demandes d'être des spécialistes de la vitamine D, donc ils étudient une molécule qui n'est pas brevetable, qui coûte pas cher, donc qui rapporte pas spécialement d'argent, comment ces gens sont rémunérés? C'est ça le problème. C'est une bonne question. Et en fait, avant, la réponse était assez facile à donner, c'était qu'ils étaient rémunérés par l'État. Parce que l'État investissait beaucoup plus d'argent dans la recherche. Dans ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Non mais voilà, mais aujourd'hui c'est la galère, faut pas se mentir. Je veux dire, les chercheurs, c'est très compliqué. Pour bien vivre, ils font des startups pour créer de la biotech et se faire racheter et avoir des fonds qui viennent d'entreprises privées, qui sont des grosses sociétés qui fabriquent des médicaments. Donc aujourd'hui, c'est aussi la société, par des choix de libéralisme qui se critiquent, qui se discutent, tout ça, mais peu importe, qui fait que, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait effectivement peut-être que les États mettent beaucoup plus de moyens pour faire ses propres études. C'est pareil, il ne faut pas oublier que toutes les études des médicaments, c'est pas l'État qui l'a fait. Les gens qui font les études, qui vendent leurs propres médicaments, c'est eux-mêmes. Donc où est l'impartialité là-dedans? Ça ne nous empêche pas de leur faire confiance quand on prend un médicament. Exactement. La preuve étant pour le vaccin pour le Covid, par exemple, où ils ont fait des études très très rapides. Exactement. Bon, ça, c'est une autre... C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais en effet, après, ce qui est très difficile, c'est de trier les études, donc, on va dire, faites par les sociétés et les études indépendantes. Alors, on pourrait peut-être penser que les études indépendantes sont plus fiables que les études financées. Mais le problème aussi, c'est que ce que te diraient les zététiciens, c'est que, mon cher ami, il y a des études indépendantes là, qui ont été faites par des chercheurs iraniens, sauf qu'ils ont fait ça sur 10 personnes, dans un village au fin fond de l'Oural. Donc, du coup, est-ce que la puissance statistique de ton étude, elle est bonne, tu vois? Bon, après, si on veut tout remettre en cause, c'est assez facile. Hein. Oui, c'est ça. Mais bon, on peut douter de tout. Mais là où je pense que c'est intéressant dans ce qu'on est en train de raconter, c'est que la question des conflits d'intérêts ne dit pas tout. C'est pas parce qu'il y a des conflits d'intérêts qu'on peut faire confiance, et c'est pas parce qu'il y a des conflits d'intérêts qu'on ne peut pas faire confiance. Moi, je pense. Hein. C'est mon avis personnel. Et si on revenait un petit peu sur notre vitamine D. Ouais, par contre, tu parlais des choses controversées. Il y a quand même des choses controversées. C'est que officiellement, la vitamine D, c'est bien. Aujourd'hui, c'est bien. Les autorités de santé, elles disent quand même que c'est bien. Si t'en prends, t'es pas un anarchiste, quoi, je veux dire. Ça va encore, tu vois. Si par contre, tu décides de construire une maison dans la forêt sans électricité, là, t'es un anarchiste. Mais prendre un peu de vitamine D, ça passe encore. Où tu veux en venir, du coup? Là où je veux en venir, c'est que par contre, t'en prends, mais il faut aussi que tu acceptes qu'elle sert à rien officiellement. Ça te permet de remonter ton niveau de vitamine D, mais ça protège pas du cancer. Ça diminue pas tes risques de cancer officiellement. C'est pas bon. Ah si, officiellement, l'Europe reconnaît que c'est bon pour le système immunitaire, mais les autorités sanitaires françaises, pas trop, quoi. C'est-à-dire, ça stimule le système immunitaire, mais par contre, si tu es malade, en prendre ne sert à rien. C'est ça qu'ils disent, vraiment. Hein. On a eu le truc pendant la fameuse vague, hein. C'était que... Oui, ça servait pas à grand-chose. Bah non, ça servait à rien, c'est ce qu'on nous a dit. Et pourtant, effectivement, l'Union européenne reconnaît que c'est bon pour l'immunité et que c'est bon pour la croissance osseuse et musculaire. Donc, allez comprendre.
Moi, j'ai pas la réponse à tout. Plusieurs discours d'autorité qui sont censés nous guider, en fait. Voilà, c'est compliqué. Des discours qui se contredisent. C'est compliqué. Donc, justement, tu parlais un petit peu de l'immunité. Si on venait un peu au cœur de cette vidéo, qui est la vitamine D, en parlant, par exemple, je sais pas moi, des rôles de la vitamine D. Alors, les rôles vraiment attestés. On peut dire que la vitamine D, elle participe au maintien des os. C'est l'allégation au maintien d'une ossature normale. Ossature normale. Pas grand-chose, mais bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il en faut un minimum dans le corps pour que ton os se construise. Voilà. Musculaire normale aussi. Oui. C'est-à-dire si tu en manques, tu vas plus avoir de crampes, par exemple. Voilà. Les personnes qui manquent de vitamine D, vous aurez plus de crampes. Le calcium, alors on reparle un petit peu du cœur de la vitamine D, elle joue sur le calcium en fait. L'ionisation du calcium. Dans la contraction musculaire, on a besoin de calcium, que le muscle puisse se contracter. Aux enfants, pour éviter le rachitisme, donc on en a besoin pour la croissance. Ouais. On a les bienfaits sur l'immunité et sur le cancer. Après, il y a plein de petits effets dont on ne va pas parler dans cette vidéo parce que c'est plein de petites études, tu vois, je sais pas, sur des petits problèmes de santé, des trucs, voilà, je sais pas, la santé des reins dans certains cas, bon, il y a plein de petits effets intéressants. Mais par contre, effectivement, l'effet central, moi je trouve le plus intéressant, c'est système immunitaire et santé et cancer, effectivement. Donc on a deux mécanismes, enfin non, on a plus que deux, mais il y a un certain nombre de mécanismes d'action. Il y en a un, c'est que la vitamine D permet la synthèse de peptides antimicrobiens, qui sont en fait des antibiotiques naturels qu'on fabrique en petites quantités dans le corps. D'accord. Et qui permettent de limiter les infections. Ça ne permet pas de guérir d'une infection bactérienne. Si tu as une septicémie, il faut prendre des antibiotiques, évidemment. Oui. Mais au quotidien, ça peut limiter la prolifération de certaines bactéries. Tu vois, par exemple, les bactéries issues de la bouche, qui vont ensuite créer de l'inflammation et augmenter les risques cardiovasculaires, la vitamine D peut aider à maintenir cette charge bactérienne plus faible. Voilà. L'autre truc intéressant sur l'immunité, c'est que la vitamine D, elle module le type de lymphocytes qui sont produits. Et notamment, elle permet au système immunitaire de mieux faire la distinction entre le soi et le non-soi. D'accord. Donc là, on est aussi dans les maladies auto-immunes. Oui. Là, on a énormément d'études qui montrent que la vitamine D, avoir un bon niveau de vitamine D, ça diminue le risque d'apparition de quasiment toutes les maladies auto-immunes en fait. Pas toutes, mais quasiment toutes. Quasiment toutes. Ouais, parce que toutes les maladies auto-immunes à l'origine ont comme une réaction immunitaire qu'on appelle une réaction immunitaire croisée, dont j'en parle dans des bouquins, qui en fait fait que le corps, d'une certaine façon, se trompe et confond un antigène, une protéine venue de l'extérieur, avec une protéine qui est présente chez nous. Et ensuite, à cause de la mémoire du système immunitaire, il s'attaque aux deux. Et voilà. Du coup, très important, c'est qu'on a aussi des études qui montrent que quand tu as une maladie auto-immune et que tu prends de la vitamine D, ça a tendance à diminuer les symptômes, diminuer l'activité de la maladie. Ça ne peut pas guérir. Une fois que le système immunitaire a compris qu'il fallait qu'il attaque une cible, il va plus s'arrêter de l'attaquer en fait. Mais c'est bien ça le problème de la maladie auto-immune. Et d'où l'intérêt de la prévention en fait. Un autre effet que moi j'ai constaté, c'est que des fois j'arrive un peu en hiver et j'ai une petite baisse de production, baisse d'énergie, et que la vitamine D, on en prend un petit peu et boum, ça repart quoi. Au bout de combien de temps? De quelques jours. Ah oui. Voilà. Oui, pas tout de suite. Voilà. Le café. non, c'est pas comme le café. Ouais, moi ça prend une semaine à peu près. Ouais, mais du coup c'est aussi bien pour les petites dépressions saisonnières, généralement aussi à l'arrivée de l'hiver en fait. Ouais. Alors effectivement, ça améliore l'immunité, surtout en hiver du coup. Et tu as raison, ça joue un rôle très important au niveau du cerveau, la vitamine D, puisqu'elle régule une enzyme qui s'appelle la tyrosine hydroxylase et qui synthétise la dopamine. Voilà. Et donc quand on manque de vitamine D, on a moins de dopamine. Donc moins de dopamine, ça veut dire moins d'énergie, moins d'entrain, moins d'envie de faire des choses, plus de fatigue, moins bonne récupération, sommeil moins qualitatif. Donc ça a un effet effectivement assez marqué. Donc il y a pas mal d'études qui utilisent la vitamine D pour soigner la dépression annuelle saisonnière, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet? Il y a l'histoire, si on parle d'immunité, il y a le cancer quand même, que c'est important d'en parler. Oui, parce que le cancer... c'est des mutations au niveau de l'ADN. Il y a deux moyens d'action sur le cancer. Le premier, c'est que quand tu as un début de cancer, le système immunitaire est en alerte et il a tendance à détruire un peu les cellules cancéreuses. Donc il faut avoir un bon système immunitaire pour éviter que le cancer se propage. Ça, c'est documenté. Et l'autre point,
c'est qu'il régule la qualité de l'ADN en fait. C'est-à-dire il va contribuer, la vitamine D va contribuer à préserver un ADN qualitatif, voilà. Donc à éviter les mutations. Voilà. Voilà. Après, il ne faut pas se leurrer quand même, si vous fumez 40 cigarettes par jour et que vous prenez de la vitamine D, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Hein. L'impact sur la prévention du cancer, en fonction d'études, en fonction des cancers, patata, on parle quand même de réduction importante. C'est-à-dire qu'on parle de réduction, alors j'ai pas les chiffres sur tous les cancers, je sais qu'il y a un impact notable sur cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du côlon, les lymphomes, enfin voilà, pas mal de cancers. Pas tous, il y en a pour lesquels ça a peu d'effets, mais il y en a sur lesquels ça a beaucoup d'effets et où ça peut atteindre des réductions de l'ordre de 60%, voire plus. C'est quand même des réductions très fortes, tu vois, 60%, pour un truc qui ne coûte pas grand-chose et qui est simple. D'ailleurs, c'est une bonne question. Quand on se supplémente, on doit le prendre quand? Est-ce qu'il y a un horaire particulier? Non, il n'y a pas du tout d'importance. Par contre, il faut effectivement prendre la vitamine D qui est dans l'huile. Ça, c'est important puisque c'est un composé liposoluble. Oui. Donc, les gens qui prennent des capsules, par exemple, de vitamine D, malheureusement, il y a aussi des études qui montrent que c'est pas bien absorbé en fait. Même si on le prend au cours d'un repas avec des graisses, ça marche moins bien qu'une vitamine D qui était en solution dans de l'huile. Donc je recommande toujours en solution huileuse. C'est pas la peine de diviser la dose dans la journée. On en absorbe 100% de la vitamine D en fait, quasiment quelle que soit la dose. Hein. Tu prends 300 000 ou 10 000, tu absorbes 100% de la vitamine D à peu ou prou, quoi. Si elle est en solution, huileuse, voilà. Tout à fait. La vitamine D, est-ce que c'est bien tout seul ou est-ce que c'est bien prise avec d'autres choses? Alors, c'est bien tout seul, déjà, mais on sait qu'il y a une synergie avec le magnésium et avec la vitamine K. D'accord. La synergie avec le magnésium, elle a été démontrée, et cette synergie, elle est que la vitamine D a besoin de magnésium pour pouvoir bien s'activer. D'accord. Et en plus, la vitamine D permet une bonne absorption et une bonne rétention du magnésium. Donc c'est vraiment un effet dans les deux sens. Voilà, c'est synergie. Exactement. On sait que le magnésium, c'est quand même pas quelque chose qui est bien absorbé en plus. Oui, et puis surtout, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des déficits. Oui. C'est surtout ça qui est important. Donc double déficit. Qui est présent assez souvent. Donc on peut accélérer en fait, si on a une grosse carence depuis longtemps, accélérer l'activation de la vitamine D et les effets de la vitamine D en prenant vitamine D plus magnésium. Oui, puis généralement je pense que si on est carencé en vitamine D, il y a de fortes chances qu'on soit carencé en magnésium. Bah oui, du coup, effectivement, souvent ça va ensemble. Mais si tu prends que de la vitamine D et que ton alimentation est quand même bonne, ça peut suffire à faire remonter progressivement ton magnésium, tu vois. D'où l'intérêt de voir un diététicien. Vitamine K. Oui, alors la vitamine K, donc c'est une vitamine qui est importante aussi pour réguler le calcium dans le sang. D'accord. Elle permet de synthétiser les facteurs de coagulation. Donc là, c'est intéressant puisqu'il y a une histoire marketing autour de l'affaire vitamine D, vitamine K, puisque j'ai connu, moi, les premiers laboratoires de compléments alimentaires qui conseillaient, j'ai connu intimement, qui conseillaient de prendre vitamine D et vitamine K ensemble. Ils avaient créé un produit, il y avait les deux. Et ils disaient c'est très important de prendre vitamine K et vitamine D parce que si vous prenez que la vitamine D des concurrents, eh bien, vous risquez de graves problèmes de santé parce qu'en prenant de la vitamine D toute seule, vous allez augmenter la rétention et l'absorption du calcium, vous allez calcifier de l'intérieur et vous allez vous transformer en statuette grecque et donc mourir très jeune. Et pour éviter ça, il faut prendre aussi la vitamine K en parallèle qui va nettoyer les artères de l'excès de calcium. Tu vois, ils avaient un petit peu exagéré. Un petit peu exagéré, voire même menti. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est vrai que la vitamine K joue un rôle pour éliminer un excès de calcium dans le sang quand il y en a. Mais par contre, on a quand même des études bien documentées là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque de vitamine D, en fait, va avoir tendance à faire beaucoup plus de calcification que quelqu'un qui n'en manque pas. En fait, la vitamine D, elle n'est pas calcifiante. Elle est régulatrice du calcium. C'est-à-dire que quand tu prends trop de vitamine D, tu calcifies. Quand tu prends pas assez de vitamine D, tu calcifies. Et quand tu prends la bonne dose, qui est comme une dose, une fourchette large, tu décalcifies, entre guillemets. En tout cas, tu évites la calcification. On reparle encore de notre fameuse courbe de Gauss, où quand on n'en a pas assez, on calcifie. Quand on en a trop, on calcifie. Et donc, c'est vraiment dans cette, tout à fait. Dans ce U que les effets sont intéressants.
Et il y a une explication biologique assez simple, c'est que quand on prend de la vitamine D, donc du cholécalciférol, elle est convertie d'abord en calcifédiol et ensuite elle est convertie en calcitriol au niveau des reins, la forme finale de vitamine D qui régule les taux de calcium dans le sang. Okay. Ce qui se passe, c'est que quand les niveaux de cholécalciférol et de calcifédiol chutent, le corps le voit et il compense ça en augmentant la production de calcitriol afin de maintenir le taux de vitamine D, le taux de calcium, dans le sang. Exactement. Ce faisant, comme le taux de calcitriol est un petit peu élevé et que c'est une hormone autocrine-paracrine, elle s'active trop dans les tissus et parce qu'elle est très efficace. Oui, exactement. Donc ça augmente la calcification dans les tissus mous, en plus de faciliter aussi éventuellement la perte de calcium dans les urines au niveau des calciums osseux, etc. A l'inverse, quand on en prend la bonne dose, le niveau de calcifédiol remonte, donc le niveau de calcitriol, lui, a tendance à être dans la norme, à diminuer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la vitamine D aussi contrôle en partie la parathormone. Il y a des gens qui font de l'hyperparathyroïdie, c'est-à-dire qu'ils ont trop de parathormone, qui est aussi une hormone qui contrôle le calcium, et ça peut se résoudre en prenant de la vitamine D au long cours, en petite dose. Progressivement, le niveau de parathormone chute. Parce qu'en fait, c'était une adaptation de la parathyroïde à la carence chronique en vitamine D. Ce n'est pas tous les cas de l'hyperparathyroïdie, mais c'est certains cas. Ce qui se passe quand on prend trop de vitamine D, là, c'est qu'il y a trop de cholécalciférol, trop de calcifédiol, le corps cherche à l'éliminer, donc il fabrique tous les métabolites inactifs dont on a parlé, mais il fabrique aussi plus de métabolites actifs. Donc plus de calcitriol, et plus de calcitriol, ça augmente le niveau de calcium dans le sang, et on a tous les symptômes de l'intoxication à la vitamine D qui apparaissent. Et peut-être c'est le moment d'en parler. Donc ça, c'est le cas du surdosage en vitamine D. On va avoir une hypervitaminose en vitamine D, et du coup qui va entraîner une hypercalcémie. Ce surdosage, il est quand même assez rare. D'ailleurs, on va vous parler donc d'une dame en Suisse qui s'est trompée, enfin qui est allée voir son médecin, et son médecin lui a prescrit du coup de la vitamine D, et lui a prescrit 10 ampoules à prendre justement tous les 3 mois, de 300 000 UI. Sauf que cette bonne dame s'est un petit peu trompée, elle a pris ces 10 ampoules tous les jours. Et attends, il y a aussi un problème avec le pharmacien, il a fait n'importe quoi le pharmacien. Le pharmacien lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne ça tous les 3 mois, sauf que la dame, elle n'a pas compris. Oui, mais sauf que si elle a pu en prendre tous les jours, c'est que le pharmacien lui a donné beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû avoir. Non, le médecin lui a prescrit 10 ampoules. Ah d'accord, ok. D'accord, donc elle a pu le faire que pendant 10 jours. Elle a pu le faire que pendant 10 jours, autrement elle aurait pris 300 000 UI tous les jours jusqu'à la fin de la boîte. D'accord, donc en fait elle a pris 3 millions d'UI en 10 jours. Exactement. C'est un peu juste. Cette dame, avec 3 millions d'UI en 10 jours, si on écoute les autorités de santé... Elle est morte. On était prêt à lui faire un trou elle est morte, au cimetière du village. Eh ben non, figure-toi qu'elle n'est pas morte. Alors, elle a ressenti au bout de 9 jours des nausées et de la fatigue extrême. Tu m'étonnes. Mais à part ça, c'est tout. Donc en effet... c'est tout, elle n'a rien eu d'autre comme symptôme. Elle n'a rien eu d'autre, que des nausées. Ça s'est remis tout seul, quoi. Et elle ressentait quand même de temps en temps, après 2 mois... Un peu de fatigue. Un peu de fatigue et encore un peu de nausée. Mais à part ça, c'est tout. Ok. Bon, c'est les symptômes de l'hypercalcémie. Elle devait avoir un peu plus soif aussi, je pense. Alors, c'est pas précisé dans l'étude de cas, mais en tout cas, donc même en prenant 3 millions d'UI en 9 jours, sur ce cas-là, en tout cas... Alors après, ça peut quand même être dangereux, ces taux-là, parce que tu peux aussi, si tu as une sensibilité cardiaque, faire un accident cardiovasculaire, parce que comme le cœur se contractera pas normalement à cause de l'excès de calcium, enfin il y a tout un tas de trucs, mais c'est vraiment un des cas là... Oui, j'ai essayé de vous trouver un cas où vraiment c'était des apports extrêmes. Ouais, j'ai pas les chiffres, mais nous au labo on est un peu informés quand il y a des cas de nutri-vigilance et tout ça. Je sais pas, il y a peut-être 1 ou 2 intoxications par an en France. Sur le nombre de gens qui achètent de la vitamine D. Et est-ce que tu as le détail? Est-ce que c'est... Je me rappelle pas, mais je sais qu'on a eu le cas l'année dernière, je crois, d'une dame qui donnait de la vitamine D à son bébé. Elle ne voulait pas donner la vitamine D qui avait été prescrite à la maternité. Par le médecin. Ouais, parce qu'il y avait des additifs qu'elle ne voulait pas donner à son enfant, moi je la comprends. Et donc elle a acheté sur internet, sauf qu'elle a acheté chez un site allemand, d'une marque très connue d'ailleurs, qui commence par S. Et en fait, comme c'était en allemand, elle a acheté, c'était un produit avec écrit 10 000 UI.
elle n'avait pas compris que c'était par goutte. Et du coup, elle a donné une goutte de 10 000 UI à son enfant tous les jours pendant un certain temps. Et donc c'était 10 fois trop. 10 000 UI, c'est la dose maximale pour un adulte. Donc évidemment, pour un nourrisson, c'est trop élevé. C'est beaucoup trop élevé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu les symptômes de l'hypercalcémie, donc des douleurs abdominales, une perte de l'appétit et du coup une baisse de la courbe de croissance. Donc ils ont assez vite compris qu'il y avait un problème et ils ont trouvé le truc. Et ce bébé va très bien aujourd'hui? Le bébé, oui, aux dernières nouvelles en tout cas, il allait bien. Ça s'était remis. Mais bon, du coup, c'est quand même lié à une problématique d'achat sur Internet dans un pays étranger. Donc ça, on le dit jamais. Moi, je recommande toujours d'acheter en France si possible. Ou au moins comprenez l'étiquette. Si vous êtes allemand, achetez allemand à la rigueur. Voilà, il faut comprendre ce qui est écrit sur l'étiquette. Il y a aussi des trucs, c'est qu'il y a parfois des petites intoxications liées à des mésusages. C'est-à-dire le mésusage, c'est typiquement les flacons de vitamine D en gouttes. Normalement, ça se verse jamais directement dans la bouche. Oui. Nous, c'est indiqué sur l'étiquette, mais parfois c'est pas précisé. Et en fait, ce qui se passe, alors déjà, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Il y a deux raisons. La première, c'est que chez les tout petits, c'est déjà arrivé qu'il y a eu peut-être, je crois, un cas, mais bon, c'est quand même arrivé, de fausse route d'un enfant qui est décédé avec un liquide qui était tombé comme ça directement. C'est un tout petit, tu vois. Ouais, exactement. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Évidemment, il vaut mieux donner directement à la cuillère, même au tout petit, ça ne pose pas de problème. Et l'autre problématique, nous, dont on a été informé, c'était qu'une maman faisait ça, elle donnait directement dans la bouche de son enfant, qui était peut-être un peu plus âgé, mais en fait, du coup, elle ne voyait pas bien les gouttes tomber. Donc elle ne comptait pas les gouttes, elle pensait en plus que ça coulait pas, donc je crois qu'elle secouait son flacon, et donc elle a donné des doses beaucoup plus élevées que ce qu'il fallait à son enfant, qui a aussi fait un surdosage en vitamine D. Donc faire attention et de bien compter le nombre de gouttes dans une cuillère, et être sûr du nombre de gouttes. Suivre le mode d'emploi du produit déjà. Oui, voilà, déjà. Et pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce sujet de la vitamine D. Je pense qu'on n'a pas parlé de tout, mais on avait le choix entre faire un podcast qui durait 56 heures et le podcast présent. Voilà. Donc, vous direz. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si les gens ont des questions, on refait une passe, on peut en reparler. Voilà, exactement. Hein? Et si vous avez aussi été victime peut-être d'un surdosage en vitamine D, vous êtes le bienvenu. Ouais, parlez-en, racontez-nous. Voilà. Nous resterons aussi disponibles sur ton site internet pour répondre aux questions. N'hésitez pas aussi sur Facebook, Instagram, à poser des questions parce qu'on va mettre ça sur Facebook aussi. Le lien pour écouter le podcast et la vidéo. Et bien sûr, hein, publicité, apportez-moi 12 €. N'hésitez pas à acheter ce livre. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ce premier épisode d'Alimentix? Dites-nous si ça vous intéresse ou si on arrête et qu'on part aux Maldives. Ouais, ça peut être pas mal. Ou si vous voulez d'autres thèmes, dites-nous également de quoi vous voulez qu'on parle. Merci à tous. Et à bientôt.